Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de mycoplasme. Donc on va commencer par le plan de cours comme d'habitude, c'est l'introduction, l'épidémiologie, puis on va diviser le cours en deux chapitres, les pneumopathies et les infections génitales. Parce que dans le mycoplasme, on a deux types de tableaux, soit infection respiratoire due à Mycoplasma pneumoniae ou bien urogénitale due à Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealytica. Bon, l'introduction. Donc les mycoplasmes sont des bactéries très petites. On a deux types d'infections respiratoires dues à Mycoplasma pneumonia et urogénitales dues à Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum. Donc, on commence par Mycoplasma pneumoniae. Elle est responsable des infections endémiques avec des poussées épidémiques. C'est l'agent fréquent de pneumopathie atypique de l'enfant et de l'adulte. D'ailleurs, c'est la deuxième cause de pneumopathie atypique communautaire. Elle est grave chez les patients atteints de drépanocytose. Donc la transmission interhumaine par voie aérienne, la clinique va donner des pneumopathies atypiques et 40% des cas donner des manifestations extra-respiratoires. Pour le mycoplasme génétome, des génitaux, elles doivent être recherchées en cas d'infection génitale récidive et des infections postpartum non documentées. Donc, la présence de mycoplasme dans les prélèvements génitaux doit être interprétée en fonction du contexte. Les mycoplasmes ne sont pas sensibles aux bêta-lactamines. Donc, on utilise le traitement, la pristinamycine 4 grammes pendant 10 jours pourrait être l'alternative. Donc, le chapitre de l'épidémiologie, donc l'agent causal. Donc, ce sont des bactéries très petite taille, polymorphes, de culture difficile, ne sont pas colorées par le gramme, donc sont gram négatifs, car ils sont dépourvus de la paroi. Donc, ils ne sont pas visibles à l'examen direct. Et parce qu'ils sont dépourvus de paroi, ils sont insensibles aux tous les antibiotiques qui ont en activité à la paroi, tels que les bêta-lactamines, les glycopeptides et les phosphomycines. Pour l'épidémiologie, donc, ils sont responsables des infections respiratoires de façon endémique avec des poussées épidémiques. Donc, chaque 6 à 7 ans, ils persistent 24 à jusqu'à 30 ans. Donc, elles sont sujettes à des variations antigéniques, ce qui explique la possibilité d'échappement du système immunitaire atteignant surtout les enfants entre 5 et 9 ans, rarement moins de 5 ans, et les adultes jeunes en collectivité. Pour les sujets âgés, ils font des formes sévères. Généralement, c'est la deuxième cause de pneumonie communautaire après pneumocoque. Pour classification, on a soit le genre Mycoplasma ou bien le genre Ureaplasma. Pour le genre Mycoplasma, on a le Mycoplasma pneumoniae à tropisme respiratoire et Mycoplasma hominis et Mycoplasma genitalium à tropisme urogénital. Pour le genre Ureaplasma, il comprend Ureaplasma urealyticum et Ureaplasma pavium à tropisme urogénital. Donc le réservoir, le germe est strictement aimant. Donc on a une contradiction pour le mycoplasme qui sont soit un germe commensaux du carrefour aéropharyngé ou bien il a mycose génitale ou bien ils ont trouvé chez patients parce que parfois on trouve chez patients asymptomatiques on trouve le mycoplasme. La transmission interhumaine par voie aérienne pour Mycoplasme pneumoniae peut être mise en évidence dans les sécrétions de 10 à 14 jours avant les premiers symptômes et plusieurs semaines après.
La contamination aussi pour les fœtus intra-utéraux qui va donner des infections respiratoires, des méningites, des prématurés, des avortements. Pour la physiopathologie, donc Mycoplasma pneumoniae atropisme électif pour les épithéliums trachéobronchiques, il adhère grâce à des adhésines. Une fois fixé sur la surface du suddite, donc le Mycoplasma pneumoniae se multiplie et se produit des peroxydes et des superperoxydes délétères pour le suddite épithélial. Donc, on a la parenté antigénique entre les glycopeptides membranes de Mycoplasme pneumoniae et certaines constitutions du cœur et du cerveau expliquent la nature auto-immune et la partie de manifestation pathologique. On a aussi l'altération des antigènes érythrocytaires et par les peroxydes pourrait expliquer l'apparition de agglutinine froide anti-E. Et aussi la bactérie éliminée par l'IgA sécrétoire spécifique et la durée de l'immunité est inconnue. Donc, on a un rôle de Mycoplasme pneumoniae dans la pathogénicité de l'asthme est discuté. Pour les terrains favorisants sont les déficits immunitaires immoraux, les hypogammaglobulinémies, car éliminés par l'IgA. Donc, en résumant, le pouvoir pathogène est lié à l'adhésine qui permet de l'échappement de l'immunité et aussi les peroxydes et aussi le cardtox qui est découvert en 2005 comme le toxine de coqueluche et donné des tout sèches. Donc, comme j'ai déjà dit au début, on a deux formes, soit le mycoplasme pneumoniae qui est responsable de pneumopathie atypique ou bien génétaux. Donc, je vais commencer par les pneumopathies atypiques à mycoplasme pneumoniae. Donc, l'incubation est entre 2 à 3 semaines, 25% asymptomatique. La clinique caractérisée par fièvre, céphalée, toux, douleur thoracique, dyspnée et douleur pharyngée. Ce qui est caractéristique, c'est l'otalgie avec aspect à l'autoscopie de myringite bulleuse. À l'auscultation, on trouve des râles bronchiques et syndrome de condensation. Particularité chez les enfants, il donne des bronchopneumopathies avec coryza et laryngite. À l'auscultation, c'est du wheezing avec des racines sibilants ou la relation entre l'asthme et mycoplasme. Donc, la mycoplasme est un cofacteur de l'asthme. Complications, c'est l'abstination, épanchement pleural et détresse respiratoire. On a aussi des manifestations extra-respiratoires, environ de 25% de cas, après ou bien en même temps avec les pneumonies. Donc, on va commencer par le système, les infections, les manifestations extra-respiratoires. On va commencer par le système nerveux. On a 3 tableaux, soit l'encéphalite, soit Guillain-Barré, soit l'encéphalite post-infectieuse. Pour les encéphalites, surtout chez les enfants moins de 10 ans, survient même ou bien en absence de signes respiratoires dû à un problème de disque immunitaire, c'est-à-dire post-infectieux, et le pronostic est favorable. Deuxième tableau, c'est Guillain-Barré avec des mécanismes aussi immunitaires. Le diagnostic se fait par PCR de mycoplasme pneumoniae et on a aussi le leucoencéphalite post-infectieuse. Deuxième manifestation extra-respiratoire, c'est l'atteinte cardiaque manifestée par myocardite, péricardite et cardiomyopathie électrique. Troisième, c'est cutanée, c'est la plus grave. On a 2 tableaux. Premièrement, c'est ectodermose pluriorificielle, touche les conjonctives, les muqueuses génitales, les buccales. Et deuxième tableau, c'est le syndrome de Stevens-Jones, donné érythème polymorphe, image en concarde, le centre clair et le périphérique plus opaque. Quatrième manifestation extra-respiratoire, c'est hématologique, manifestée par anémie hémolytique environ de 80%, secondaire une agglutinine froide anti-érythrocytaire 1, c'est les anticorps IgM
anti-A donne une anémie hémolytique infraclinique avec test de Coops direct positif. La présence de la glycinine froide, des anticorps, c'est-à-dire des anticorps auto-immunes dus à la parenté entre glycopeptides membrane de mycoplasme et les érythrocytes du tissu humain, entraîne l'agglutination des hémacées avec des fausses macrocytose avec de taux de hémoglobine reste normal parfois. Cinquièmement, les arthrites se voient chez les patients immunodéprimés avec hypogammaglobulinémie, ne se trouvent pas chez les immunocompétents. Manifestation osseuse évoquée chez les patients à une pneumopathie ilifige avec des myalgies et arthralgies. L'intérêt de faire un PCR dans les liquides synoviales. La réaction entre le mycoplasma et il y a une relation entre mycoplasma et polyarthrite rhumatoïde. Elle est comme l'asthme, le mycoplasme est un cofacteur de genèse de polyarthrite rhumatoïde. On a aussi une manifestation digestive telles que les vomissements, diarrhée, les hépatites, augmentation de transaminases, les gastroentérites chez les enfants. On a aussi les syndromes phospholipides. Donc, elle déclenche le syndrome phospholipide aussi. Se manifeste par fatigue chronique. Le diagnostic dans la population touche ici les collectivités dans la famille, bien les crèches, surtout les enfants entre 5 et 9 ans. Les éléments d'orientation, premièrement, le taux de leucocytes normal ou bien discrètement élevé, VS élevé, le test de Coops direct positif, une anémie hémolytique avec la présence de glycinine froide, les anticorps anti-I à la fin de la première semaine de la maladie. Généralement, le taux de la glycinine ne dépasse pas 1/64. On peut aussi trouver la sérologie syphilis faussement positive. Autre élément d'orientation, c'est la radiothorax. Signe plus fréquent, c'est pneumonie et les fiches de Gonzman. Ce sont des opacités alvéolaires allant de île au copule diaphragmatique, comblant l'angle cardiophrenique. La confirmation se fait par l'isolement de la bactérie. Si l'hypothèse que le mycoplasme est saprophyte, on doit faire le LBA. Culture difficile sur un milieu spécifique riche en CO2. Entre 8 à 25e jour, la croissance est vraiment lente. Ou bien, on utilise le PCR dont les sécrétions est très performant. Sérologie aussi, intérêt de diagnostic rétrospectif, on utilise ELISA, recherche de IgM et IgG. Donc l'IgM positif chez les enfants, c'est une infection récente, mais chez les adultes, soit une réinfection confirmée par la séroconversion de IgG, qui vont augmenter à l'intervalle de 15 jours, ou bien on fait dosage de IgA. Donc, le PCR, l'intérêt dans l'immunodéprimé et les enfants moins d'une année et qui ont un déficit immunitaire et humoral acquise à la synthèse des anticorps à l'âge de 4e mois. Bien chez les adultes, l'interprétation de sérologie est très difficile. Diagnostic différentiel pour l'érythème de Stevens-Jones peut être médicamenteuse due à bactrim, bien sulfamide ou bien les antiépileptiques Tigritol. Pour le traitement, les antibiotiques actifs sur mycoplasme pneumoniae sont le groupe de MLSK et les cyclines et le fluoroquinolone. Pour MLSK, c'est macrolide, kétolide, lincosamide et synergestine. Traitement par macrolide pendant 15 jusqu'à 21 jours car le germe est intracellulaire et les macrolides sont bactériostatiques. Des cyclines aussi, on peut utiliser des cyclines qui ont une activité sur les mycoplasmes pneumoniae. Donc, fluoroquinolone aussi,
c'est bactéricide. Pour les manifestations extra-respiratoires non logiques, on utilise les macrolides et les pyostacines, mais ne passent pas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise fluoroquinolone. N'oubliez pas qu'il est contre-indiqué chez les enfants moins de 15 ans. Les cyclines aussi est contre-indiqué chez les enfants moins de 8 ans. Donc, c'est ça. Donc, on donne les immunoglobulines polyvalents et plasmaphérases. Deuxième forum, bien deuxième tableau, c'est les mycoplasmes génitaux qui est responsable, les germes responsables, c'est le mycoplasme génitalium, mycoplasme hominis et ureaplasma SPP. Pour les mycoplasmes génitaux acquises par transmission sexuelle, commensale des voies génitaux basses, pour les sujets adultes, souvent la femme que les hommes. Et donc, pour résumer, mycoplasme hominis, beaucoup plus, c'est la femme, et ureaplasma, c'est l'homme. Donc, si on trouve ureaplasma chez la femme, c'est une IST. Donc, la clinique, on commence par infection génitale. Pour le mycoplasme génitalium et mycoplasme urealyticum, sont l'origine du urétrite subaiguë chez l'homme, pouvant être également responsables du urétrite chronique avec persistance des symptômes après le traitement. Pour mycoplasme génitalium implique aussi dans certains orchiépididymite aiguë et prostatite et cervicite. Responsabilité potentielle aussi de ureaplasma ureticalium dans l'infertilité masculine. Pour mycoplasme hominis, elle induit la vaginose bactérienne associée à Gardnerella vaginalis d'origine de endométrite. Pour la femme enceinte, mycoplasme hominis urea et urea entraînent une chorioamniotite et endométrite, évoquée devant fièvre postpartum avec un échec de bêta-lactamine. Pour les infections extragénitales, on trouve pour le mycoplasme hominis et ureaplasma dans des bactériémies avec des pneumopathies chez le nouveau-né prématuré. Donc aussi chez le nouveau-né dans des abscesses cérébrales avec des méningites. Aussi des pyélonéphrite avec surtout les lithiases phosphoammoniaques pour ureaplasma, les urétrites septiques chez les sujets hypogamma-globulinémie. Et pour le mycoplasme génitalium, parfois responsable ou bien associé des arthrites réactionnelles, le syndrome de Fischer-Léor-Ritter. Pour le diagnostic pour les urétrites à ureaplasma, donc le taux de significatif c'est 10 supérieur à 10 puissance 4 pour les prélèvements urétrales et 10 supérieur à 3 pour le premier jet. Il n'y a pas d'intérêt pour la sérologie. La détection du mycoplasme génitalium par le PCR est indiquée dans l'urétrite à non gonococcique. Diagnostic différentiel, c'est gono et chlamydia candida. Le traitement pour mycoplasme hominis, elle est résistance naturelle contre le flagelle. Donc, si on traite les vaginoses, on traite par le flagelle. Et lorsque les vaginoses vont être tuées par le flagelle, aussi mycoplasme par la suite, aussi elle ne peut pas développer tout seul sans les vaginoses. Mycoplasme hominis résiste à les antibiotiques à parois tels que bêta-lactamine, les glycopeptides, les phosphomycines et aussi les bactéries, rifampicines, macrolides. Donc, la résistance aux macrolides est hétérogène, c'est-à-dire elle résiste naturelle contre les macrolides C4, c'est-à-dire l'érythromycine, et C5, c'est-à-dire l'azithromycine, mais elle est sensible à C16, c'est-à-dire la josa. Donc, résumons, pour les indications pour ureaplasma et mycoplasme hominis, on traite par l'azithron 1 g monodose, ou bien C16, c'est-à-dire josa,
pendant 7 jours, ou bien le cycline ou bien le fluoroquinone pendant 7 jours. Pour mycoplasme génitalium, on traite par l'azithromycin 1 gramme monodose. Et merci.